Voilà, bonsoir chers internautes. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous les modestes connaissances dont nous disposons en marketing stratégique et opérationnel. Bien évidemment, j'avais commencé il y a de cela quelques jours un cours sur la création publicitaire. Et la semaine passée, j'avais commis une erreur qui avait conduit à la diffusion de ce direct sur un autre canal, alors que je devais activer le canal, donc la page officielle d'où attendaient plusieurs étudiants pour participer. Ces derniers m'ont fait savoir que cette erreur avait un peu gâché cette ambiance qu'on devait avoir, notamment discuter du sujet, etc. Donc je voudrais, avant de commencer, vous présenter mes excuses et vous remercier également de l'attention que vous portez à cette émission. D'ailleurs, j'avais promis qu'avant de commencer aujourd'hui ce thème sur le média planning, de faire une petite synthèse, un petit résumé de ce que j'avais abordé la fois passée, notamment sur la stratégie de création et la fixation du budget de campagne. Donc j'avais dit, bien évidemment, j'avais divisé le cours en 5 parties. Donc une première partie où j'avais parlé beaucoup même de la définition de la publicité et en même temps les différentes formes de publicité. Dans une seconde partie où j'avais parlé de la profession publicitaire et dans une troisième partie où j'avais longuement parlé de l'élaboration d'une campagne de publicité. Maintenant, dans cette quatrième partie, j'avais parlé de la stratégie de création. Et je disais à cet effet que l'efficacité d'une campagne publicitaire dépend de 3 choses. De l'importance du budget, du choix des médias pour transmettre les messages, mais également de la qualité du message. Et je disais que la qualité du message fait appel essentiellement à l'intuition et à la créativité. Pour ce faire, le message publicitaire a 2 préoccupations fondamentales. Que dire au consommateur et comment faut-il le lui dire pour être convaincant? Là, c'est les 2 préoccupations fondamentales d'un message de publicité. Qu'est-ce qu'il faut dire au consommateur et comment faut-il le lui expliquer pour que le message puisse passer? Maintenant, pour ce faire, on avait recours à 3 concepts. D'abord, l'axe psychologique. Ensuite, la copie stratégie. Et enfin, le schéma de transmission. Qu'est-ce que cela veut dire? L'axe psychologique est défini comme étant l'élément moteur ou le mécanisme qui, soumis à une pression publicitaire forte, fera pencher le mécanisme d'achat au maximum en faveur du produit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'axe psychologique vise soit à une augmentation d'une motivation ou bien à une diminution d'un frein. Donc, ça c'est l'axe psychologique. Donc, soit
on augmente une motivation ou bien on diminue un frein. Nous avons 3 catégories de motivation. Une personne, un consommateur, peut être motivé de 3 manières. D'abord, il y a une motivation appelée motivation hédoniste, qui consiste à obtenir de la vie des plaisirs. Exemple, quand j'achète du lait, c'est pour étancher ma soif, pour goûter les délices. Ici, nous avons une motivation hédoniste. Il y a une seconde motivation appelée oblative, qui vise à faire plaisir à son prochain, à un autre. Et une troisième catégorie de motivation appelée d'auto-expression. Ici, c'est un besoin d'accomplissement ou bien un besoin de s'exprimer. Maintenant, quant au frein. Le frein, ici, nous avons 2 sortes de freins. Les inhibitions et les peurs. Une inhibition est une pulsion négative causée par une motivation d'achat. Exemple, la motivation hédoniste de gourmandise à l'égard de la viande peut provoquer une inhibition qui est celle d'avoir peur de l'obésité. Donc ça, c'est une inhibition. Maintenant, la peur, qui est aussi une pulsion négative, mais causée par des difficultés réelles ou imaginaires. Exemple, la peur qu'on a en nous consommateurs de la composition chimique d'un produit ou bien de sa complexité. Donc ici, nous avons ces 2 sortes de freins. Mais exemple, je donne un exemple de motivation et de frein. Quand on dit Vitel vous aide à retrouver de la vitalité. Ou bien on nous dit que Kiren, engageons-nous à vivre mieux. Ici, nous avons 2 catégories de motivation. Donc, ce sont des motivations, ce sont des publicités qui tendent à augmenter la motivation santé. Quand on sait bien que le consommateur est très soucieux de ce qu'il boit. Donc, ensuite, je vais parler, après l'acte psychologique, de la copie stratégie. C'est quoi la copie stratégie? C'est un document dans lequel il y a tout ce que l'annonceur ou bien l'agence voudrait que la publicité soit. Donc, c'est en quelque sorte un garde-fou que l'agence est tenue de respecter. Et dans ce document, nous avons le produit et son positionnement tel que décrit par l'annonceur. Nous avons également la cible de communication et le cœur de cible. Nous avons également dans ce document la justification de la promesse et auparavant la promesse. Donc, c'est ça la copie stratégie, donc qui est ici considérée comme étant un garde-fou. Enfin, nous avons ce qu'on appelle le schéma de transmission. Le schéma de transmission. Le schéma de transmission est l'ensemble des mots, des graphismes, de représentation, ambiance, son, atmosphère, etc., qui, combinés à une annonce, communiquent le concept d'évocation au consommateur avec suffisamment de vitesse. Donc je dis suffisamment de vitesse. Parce que le consommateur est également, il faut de la vitesse pour faire passer le message. Ici, on a un obstacle chez le consommateur qui est le temps. Donc, c'était ces 3 éléments que je voudrais revenir un peu parce que on n'a pas pu développer longuement par faute de diffusion. Maintenant, pour la fixation du budget, la 5e partie. D'abord, il faut comprendre que le budget a 2
phases. Donc, d'abord, il y a la phase l'achat d'espace dans les supports et les médias. Toujours dans cette première phase, nous avons toujours pour le budget les frais techniques et les frais d'administration. Donc, il faut payer également ceux qui, en tout cas, confectionnent, ou bien ceux qui sont à l'origine de la publicité, donc annonceurs, personnel, etc. Donc, ça, c'est la première partie, la première phase, la première composition du budget. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la stratégie de fixation. Ici, on peut fixer le budget à travers 5 possibilités. D'abord, il y a ce qu'on appelle la méthode du reste, la méthode arbitraire ou la règle de pouce. Ici, le budget est fixé par pure intuition, selon l'humeur et le bon plaisir de l'annonceur. Ici, il n'y a pas de discussion. Le budget est fixé selon le bon plaisir ou bien la bonne humeur de l'annonceur. Il y a également ce qu'on appelle la méthode du reste. Dans cette stratégie, on affecte à la publicité la trésorerie restante disponible après que toutes les autres dépenses aient été effectuées. Voilà, ici, on ne songe qu'à faire de la publicité dès lors que toutes les dépenses aient été engagées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode du reste. Il y a également une troisième méthode que les annonceurs utilisent souvent, appelée la fixation du budget faite au prorata des ventes réalisées. De ce fait, si les ventes diminuent, le budget diminuera. Donc cette méthode permet à l'entreprise, en cas de crise, de couper les ventes de la communication. Donc, c'est la troisième stratégie. Également, il y a une quatrième technique de fixation du budget appelée la fixation du budget, n'est-ce pas, en phase avec les concurrents. Donc, ici, on fixe le budget, n'est-ce pas, en tenant compte, n'est-ce pas, du montant du budget que les concurrents, n'est-ce pas, utilisent dans le cadre de leur campagne de publicité. Et enfin, la méthode des objectifs, également, qui est une méthode, en tout cas, qui consiste à déterminer les tâches et les moyens nécessaires pour les atteindre, puis à estimer leur coût et faire la somme. Voilà, donc c'est ce que je voudrais apporter, étant donné qu'on n'a pas eu la possibilité de revenir donc longuement sur ça. Donc voilà, aujourd'hui maintenant on va un peu progresser à travers ce qu'on appelle le média planning. Voilà, donc, m'excusez un peu, on va aborder ici ce qu'on appelle le média planning. C'est quoi le média planning en publicité? Donc ici, nous allons d'abord dans un premier temps définir c'est quoi le média planning. En publicité, qu'appelle-t-on média planning ou le plan média? Maintenant, je vais diviser cette présentation en 4 parties d'égale importance. Je vais d'abord parler de comment construire un média planning. Comment construire un média planning, un plan média. Dans une seconde partie, je vais parler du support planning. Le support planning. Dans une troisième partie, je vais aborder les critères d'évaluation des médias planning. Quels sont les critères que les annonceurs, n'est-ce pas, utilisent pour évaluer le plan média. Et enfin, les médias qui ont des audiences communes importantes. Donc, pour un peu parler. Maintenant, pour la définition du média planning. Le média planning en publicité
est l'action qui consiste à choisir, dans le cadre d'une campagne de publicité, les médias et supports devant être utilisés, le choix des moments de diffusion et également l'établissement d'un calendrier de campagne. C'est ça un média planning. C'est une action qui consiste à définir les médias qu'on doit choisir dans le cadre d'une campagne de publicité, également les moments, n'est-ce pas, choisis pour la diffusion des messages, et enfin le calendrier qu'on va choisir pour cette campagne. Dans le média planning, il s'agit d'assurer la couverture de la cible de communication. Ensuite, d'obtenir la fréquence de contact recherchée. Également, le média planning vise à obtenir le meilleur coût du contact utile. Mais enfin, le média planning cherche la répartition optimale, bien de la répartition optimum du budget entre médias publicitaires. Donc ici, c'est ce qu'il faut retenir du média planning dans le cadre de la stratégie publicitaire. Au sein des médias, au sein des agences médias, naturellement, le plan média ou bien le média planning est effectué par un média planeur avec l'aide éventuellement avec l'aide de logiciels de média planning et en partant généralement des données démographiques relatives à la cible. Donc, après une étude de marché. Donc, lorsque le média plan, le plan média est établi, le relais peut être pris par l'acheteur dans le cadre du média planning. Donc, ici, il faut comprendre qu'on cherche d'abord à atteindre la cible de communication et même le cœur de cible, mais également à chercher le coût d'espace, c'est-à-dire avoir les bons espaces avec un prix raisonnable, donc ce qu'on appelle le coût pour mille. Donc je vais aborder le coût pour mille dans la troisième partie. Maintenant, comment on construit un média planning? D'abord, la construction d'un média planning ou bien d'un plan média passe par trois choses essentielles. D'abord, il faut une élimination des médias impossibles. N'oubliez pas, j'avais dit ici qu'il y a des produits qui sont interdits de publicité à la télé. Donc ici, on va procéder dans le cadre de la planification média à éliminer les médias impossibles. Ensuite, on va évaluer les médias envisageables. Pour finir, on va maintenant choisir les médias pour transmettre le message. D'abord, pour l'élimination des médias impossibles. Ici, on a un filtre qui permet d'éliminer les médias impossibles à utiliser pour un problème précis de communication. Nous avons les interdictions légales d'utilisation des médias pour certains produits, comme je viens de dire, le tabac, l'alcool, les produits de grande distribution. Également, les délais de réservation de l'espace dans les médias. Donc, également, les délais de réservation des espaces dans les médias. Mais enfin, les délais de production des messages au niveau des agences de publicité. Donc, ici, ce sont les trois filtres qu'il faut d'abord constater dans le cadre de la construction d'un plan média. D'abord, voir est-ce que notre produit ne fait pas l'objet d'une interdiction de passage à la télévision. Est-ce que les réservations dans les médias, c'est possible? Ou bien est-ce que les délais de production dans les médias sont acceptables?
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder après une élimination des médias impossibles? Il y a ici une évaluation des médias envisageables. Ici également, on va retenir 3 critères principaux pour utiliser ou bien pour évaluer. D'abord, la capacité du média à couvrir la cible de communication. C'est important. La capacité du média à couvrir la cible de communication. Ensuite, la capacité du média à transmettre le message de publicité. Est-ce que ce média est capable, n'est-ce pas, de nous fournir un très bon taux de couverture? Mais enfin, la capacité du média à valoriser le message, c'est important. Il faut maintenant regarder, est-ce que ce média-là, est-ce que cet organe est capable de couvrir toute la cible de communication? Bien, est-ce que ce média a la capacité de transmettre d'une manière fidèle, sans distorsion, les messages? Ou bien est-ce que ce média est valorisant? Est-ce que ce média peut valoriser le message? Donc c'est important. Toujours on est dans la construction du plan média. J'ai dit éliminer les médias impossibles, évaluer les médias envisageables, mais également il faut aller choisir un média. Donc les facteurs qui influencent le choix des médias. Ici on a 3 facteurs qui peuvent influencer le choix des médias. D'abord, le premier facteur, c'est le facteur d'ordre publicitaire. C'est-à-dire, ici, on va regarder, est-ce que ce média est capable de faire pénétrer les clients dans les magasins après les passages du message dans les médias? Est-ce que ce média est capable de faire pénétrer les clients dans les magasins? Ensuite, il y a un second facteur qui est un facteur d'ordre commercial. Est-ce que également le média a l'habitude de la cible en matière de répétition? Donc, est-ce que le média a l'habitude de la cible en matière de répétition? Troisième facteur, est-ce que également, facteur d'ordre financier, est-ce que également le média a la possibilité financière, n'est-ce pas, de bien faire de transmettre le message? Donc là, ce sont les 3 facteurs d'ordre, n'est-ce pas, publicitaire, commercial, qu'il fallait également retenir. Donc l'annonceur est soucieux, bien évidemment, de son annonce, de son message. Donc raison pour laquelle ils sont souvent soucieux, n'est-ce pas, de voir est-ce que le média choisi est le bon ou pas. Maintenant, on va passer au support planning. C'est-à-dire, supposons qu'on a choisi un organe pour faire passer le message. Ici, les annonceurs, dans le cadre d'un support planning, mettent en avant 2 critères. D'abord, des critères quantitatifs de sélection d'un support et de notre côté, des critères qualitatifs de sélection d'un support. D'abord, un annonceur met en avant les 2 facteurs, bien les 2 critères. D'abord, des critères quantitatifs de sélection d'un support et des critères qualitatifs pour la sélection d'un support. D'abord, pour les critères quantitatifs, quels sont les éléments que les annonceurs mettent en exergue? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'audience d'un support. L'audience d'un support. C'est quoi l'audience d'un support? L'audience d'un support, c'est le nombre de personnes qui ont été en contact avec le support lors d'une diffusion. Nombre de personnes, lecteurs, téléspectateurs, etc.,
qui ont été en contact avec ce support lors d'une diffusion. Exemple, le nombre de lecteurs ou bien le nombre de personnes qui ont lu un magazine. Ou bien le nombre de personnes, n'est-ce pas, ayant lu, l'observateur. Donc ici, c'est ça l'audience d'un support. Je répète, c'est le nombre de personnes qui ont été en contact direct avec le support lors d'une diffusion. Maintenant, l'audience de support est étudiée à l'aide, dans les agences, de sondages ou de panels, donc qui sont réalisés par différents organismes. C'est ce qu'on appelle la médiamétrie. La médiamétrie. Donc, les études de ces organismes indiquent les caractéristiques quantitatives et qualitatives de l'audience d'un support. Donc, c'est ça l'audience d'un support. Maintenant, c'est quoi l'audience utile? Donc, l'audience utile. Maintenant, ici, l'audience utile, c'est le nombre de personnes qui appartient au support, mais qui fait partie de la cible commerciale visée par l'annonceur. Je répète, l'audience utile, je dis là-bas l'audience, on l'appelle l'audience globale. L'audience non support, l'audience globale. Donc là, j'ai dit, c'est le nombre de personnes qui ont été en contact avec un support lors d'une diffusion. Ici maintenant, dans l'audience utile d'un support, c'est le nombre de personnes qui appartiennent à l'organe, mais qui ont été visées directement par l'annonceur. Maintenant, l'audience peut avoir 1 million, supposons, de lecteurs, un quotidien. Mais parmi ces 1 million, seuls 300 000 sont visés par l'annonceur. Donc, ce qu'on appelle l'audience utile. Donc, ça, c'est l'audience utile. Donc, je dis, c'est le nombre de personnes qui appartiennent à la cible de communication, mais qui sont visées par l'annonceur. Ensuite, nous avons, toujours dans les critères quantitatifs, le contact utile. Contact utile. C'est quoi le contact utile? Le contact utile, c'est la rencontre entre le message et une personne qui appartient à la cible commerciale visée. Donc, c'est la rencontre entre le message publicitaire qui est inséré quelque part et la personne qui appartient à la cible, c'est-à-dire la personne qui appartient à l'audience globale, mais qui est visée par l'annonceur. Selon le rapport concerné, ici on parlera d'ODV, ODV, ou bien ODE, occasion de voir ou occasion d'entendre, si c'est à la radio. Donc ici, le contact direct entre le message et la personne visée par l'annonceur et qui appartient au support. Parce qu'on peut appartenir au support et ne pas être atteint par le message. C'est-à-dire, il y a une insertion quelque part dans l'observateur, mais je n'ai pas été en contact avec le message. Donc, naturellement, je n'ai pas été visé. Maintenant, sur les 1 million d'acheteurs de l'observateur, bon, parlons encore une fois pour les publicités, donc il faut également que je donne des exemples. Donc, je choisis par exemple, je dis marketing, voilà, marketing, les lecteurs, le journal Marketing TV, exemple, supposons. Sur les 1 million, n'est-ce pas, seuls 100 000 ou bien 200 000 ont été en contact avec les messages. Donc, on lu et déchiffré le message publicitaire qui est inséré. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contact utile. Maintenant, le nombre de contacts utiles est supérieur à l'audience utile. Donc, je veux que vous reteniez bien ces expressions. Audience globale, audience utile, contact utile. Donc, souvent avec les étudiants dans les évaluations, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut également d'abord comprendre le sens de ces mots. C'est quoi une audience globale? J'ai expliqué. C'est quoi une audience utile? Et c'est quoi un contact
utiles. Maintenant, le nombre de contacts utiles est supérieur à l'audience utile. Pourquoi? Le nombre de contacts utiles est supérieur à l'audience utile. Car un même nombre de personnes peut être touché plusieurs fois. C'est-à-dire, un même nombre de personnes qui appartient à l'audience utile peut être touché plusieurs fois. De manière pratique, sur les 1 million de lecteurs, on a 100 000. C'est-à-dire, sur les 1 million de l'audience globale, on a 100 000 comme audience utile. Sur les 100 000, on a, supposons, 50 000 occasions de voir, contacts utiles. Je répète, sur les 1 million de lecteurs, on a l'audience globale. On a 100 000 comme audience utile. Et sur les 100 000, nous avons 50 000 comme contacts utiles. Maintenant, ces 50 000-là, chaque contact utile peut rencontrer le message 3 ou 4 fois dans le même support. Parce qu'il y a 4 insertions dans le support. Le message qui fait connaître Marketing TV Monde est inséré 4 fois dans le quotidien marketing. Maintenant, chacun des 50 000 contacts utiles a au moins vu 4 fois l'annonce. Donc ça fait combien? Chaque personne qui appartient à l'audience utile a vu au moins 4 fois, parce qu'il y a 4 insertions dans le quotidien, le message qui fait connaître Marketing TV Monde. Donc c'est ça, contact utile. Également, occasion de voir, chaque contact utile peut entendre à la radio 4 publicités. Donc du coup ici, c'est pourquoi on dit le nombre de contacts utiles est supérieur à l'audience utile, car un même nombre de personnes peut être touché plusieurs fois. Exemple, la reprise en main d'un magazine ou bien la multiplication. Maintenant, exemple, la reprise de main d'un magazine, donc je lis, je prête à un autre, il y a 2 personnes qui ont été en contact avec le message, ou bien la multiplication des insertions dans la même revue. Donc ça, c'est contact utile. Donc, d'abord, audience globale, audience utile et contact utile. Également, l'autre critère quantitatif que les annonceurs mettent en exergue, c'est le taux de pénétration. Donc si demain, vous, étudiants, vous serez amenés à participer dans une élaboration d'une campagne de publicité, il faut également tenir compte de ces paramètres. Le taux de pénétration, qui est ici le rapport entre l'audience utile du support sur la population cible. Attention également, ici, il y a un autre, quelque chose qu'il faut comprendre. Je dis, le taux de pénétration est le rapport entre l'audience utile. Maintenant, c'est quoi l'audience utile? Ce sont les lecteurs, exemple, qui appartiennent à l'audience globale, mais qui sont visés par l'annonceur. Donc, ici, le taux de pénétration, c'est le rapport entre l'audience utile et la population cible. Maintenant, attention, population cible n'est pas audience globale. Donc, dans la population cible, on peut avoir notre audience globale, c'est-à-dire l'audience du support. Sur les 300 000 habitants, on peut avoir notre audience, l'audience du support. Donc ici, population globale est plus vaste que l'audience utile. Mais également, d'autres critères que les annonceurs mettent en relief dans le cadre de la sélection d'un support, c'est le taux d'affinité. Le taux d'affinité. Moi, par exemple, je vais regarder, est-ce que les lecteurs ont une affinité avec le support avant de décider à confier le message à un support. Je vais regarder. Donc, je participe souvent dans une élaboration de campagne.
je vais d'abord mettre sur la table, est-ce qu'il y a une affinité, ne serait-ce que même légère, entre le support et les lecteurs. Également ici, c'est la relation, le taux d'affinité entre l'audience utile du support, audience utile, audience utile, audience utile. Je répète, c'est le nombre de personnes qui appartiennent à la cible de communication et qui sont visées par l'annonceur, qui appartiennent à la cible, sur maintenant audience totale du support, maintenant audience globale. Donc je n'ai pas dit audience population cible, mais audience globale. Donc audience globale sur audience cible. Maintenant, fois 100, on a le taux. Maintenant, on saura ici, est-ce que ce support vaut la peine, n'est-ce pas, qu'on lui confie notre message ou pas. Mais également, il y a ce qu'on appelle le dernier critère quantitatif de sélection d'un support, le coût de l'espace. Le coût de l'espace. Le coût de l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque support vend son espace publicitaire à un tarif en liaison avec son audience globale. Donc, les supports vendent leur espace à un tarif en liaison avec l'audience globale. Ici maintenant, pour vendre les espaces, les supports mettront en avant l'audience globale, qu'on appelle le coût de l'espace. Maintenant, ici, les responsables de plan média vont calculer le coût pour 1000. Le coût pour 1000. Au coût pour 1000 contacts utiles. Maintenant, ce calcul va permettre d'établir une échelle d'économie, c'est-à-dire un classement des supports en fonction du coût pour 1000 contacts utiles. Donc, coût, maintenant c'est quoi l'économie d'échelle? Je crois que quelqu'un avait un peu expliqué et c'est très bien fait. L'économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de production. Donc là, c'est le coût de l'espace. Mais enfin, certainement, c'est là où je vais arrêter et vous donner rendez-vous pour la 3e et 4e partie de ce plan média. Les critères qualitatifs de sélection d'un support. Quels sont les critères qualitatifs? Là-bas, je vais dire les critères quantitatifs. D'abord, taux d'affinité, taux de couverture, audience globale, audience utile, contact utile. Ici, nous avons maintenant les critères qualitatifs de sélection d'un support. Quels sont les critères qualitatifs qu'un annonceur ou bien qu'une agence doit prendre en compte dans le cadre d'un plan média? Il y a d'abord ce qu'on appelle le contenu du support. Le contenu du support. Une bonne adéquation entre le message et le support renforce l'impact de la publicité. Une bonne adéquation entre le message et le support ne fait que renforcer l'impact de la pub sur le cœur de cible. Donc il faut également regarder, est-ce que ce support a un contenu excellent? Également, il y a un autre critère, les caractéristiques. Les techniques du support doivent permettre une bonne transmission du message sans aucune distorsion. Également. Donc, il faut également que les moyens techniques du support, n'est-ce pas, puissent permettre une bonne transmission du message sans une distorsion possible. Et d'ailleurs, dans les pays développés, on peut poursuivre un média parce que tout simplement, ce dernier, n'est-ce pas, n'a pas mis, n'est-ce pas, les moyens techniques qu'il faut pour transmettre le message. Donc, ici également, il faut bien choisir le support.
Enfin, dernier critère qualitatif de sélection d'un support, c'est l'image du support. L'image du support. Ici, l'image vient influencer et interférer avec l'image du produit ou de la marque. L'image du support vient interférer donc dans l'image du produit ou de la marque. Donc vous voyez comment ici on tient beaucoup compte de la qualité d'un support. Donc c'est-à-dire on ne choisit pas n'importe quel support pour faire passer les messages. Il faut un support, n'est-ce pas, qui nous reflète, n'est-ce pas, cette même image que le produit. Donc le contexte publicitaire ici joue à deux niveaux, n'est-ce pas, dans l'image du support, à deux niveaux. D'abord, le volume publicitaire influence la perception d'un message. Le volume publicitaire influence la perception d'un message. Un volume trop important nuit à la mémorisation. Un volume très important peut nuire à la mémorisation chez les consommateurs. Ou bien un volume trop faible également remet en cause la crédibilité du support. Donc, également, il faut jongler entre les deux pour voir. Donc lequel des deux choix. Ou bien est-ce qu'il faut se placer au juste milieu. Mais également, la nature des messages concurrents rejaillit sur un magazine donné. Maintenant, si nous sommes deux produits qui passent l'un à 8 heures, l'autre à 9 heures, maintenant l'image de l'un peut rejaillir sur l'autre. C'est pourquoi certains vont préférer, certains annonceurs, acheter, n'est-ce pas, tout l'espace, donc de 8 heures à 9 heures pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, interférence. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on cherche? À attirer le maximum de consommateurs. Donc du coup, si il y a un risque, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, un produit puisse rejaillir sur l'autre, souvent, n'est-ce pas, les annonceurs peuvent acheter tout l'espace. Donc voilà, ce que je voulais aujourd'hui avancer dans le cadre du plan média, mes amis étudiants, internautes, professionnels, j'ai parlé du plan média, je définis, n'est-ce pas, pour dire que c'est l'action qui consiste à choisir dans le cadre d'une campagne, le média qu'on doit choisir, les moments dans lesquels le message passera, et n'est-ce pas, le calendrier de campagne. Ensuite, j'ai parlé de comment construire un média planning, un plan média. Donc, il y a des facteurs qu'on doit mettre en relief, c'est-à-dire une élimination des médias qui ne sont pas envisageables, donc impossibles, des médias impossibles, le choix ou bien une évaluation des médias possibles et enfin, n'est-ce pas, le choix définitif d'un support pour transmettre le message. Et dans une deuxième partie, j'ai parlé du support planning, c'est-à-dire comment on choisit un support pour lui confier notre message. Ici, il y a deux critères que les annonceurs mettent en exergue, un critère qualitatif et un critère quantitatif. Maintenant, parmi ces critères quantitatifs, nous avons l'audience globale, l'audience totale d'un support, j'ai expliqué. Également, il y a l'audience utile, n'est-ce pas, qui est la cible commerciale visée par l'annonceur et qui appartient à l'audience globale. Nous avons également le contact utile, qui est ici la rencontre entre le message et le lecteur, n'est-ce pas? Et je dis ici que le contact utile peut dépasser l'audience utile, parce que même nombre de lecteurs peut rencontrer plusieurs fois une annonce. Également, j'ai parlé du taux de couverture, parlons du taux d'affinité, n'est-ce pas? Et également, enfin, du coût d'espace. Maintenant, pour les critères quantitatifs, je viens de finir le contenu du support, donc l'image que reflète le support, l'image également, les caractéristiques, mais enfin, le fait que deux messages publicitaires puissent rejaillir. Voilà, je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs, de l'important, en tout cas de l'attention que vous apportez à ces présentations, et vous donne rendez-vous certainement dans ce même lieu pour continuer ce cours de média planning appelé également plan média. Merci beaucoup.